Bonjour à toutes et tous et merci d'être présente et présent pour ce webinaire. Le Lab et la Coursive ont eu la même idée, en fait, c'est de faire un point sur l'intermittence suite à la crise du Covid-19. Et donc, on a sollicité Pôle emploi spectacle, enfin Pôle emploi, pardon, service, pour faire un point avec eux là-dessus. Donc on remercie Sandrine et Sébastien d'avoir répondu présent pour ce temps qui visiblement suscite beaucoup d'attentes et beaucoup d'enthousiasme parce qu'on a reçu de nombreuses réponses. Pour ce qui est du déroulé, puis après je laisserai la parole à Julie pour les aspects techniques. Ce qu'on vous propose, c'est d'abord de laisser la parole à Sandrine et Sébastien pour qu'ils puissent faire un point d'actualité, justement un point sur la situation. Ensuite, au moment de l'inscription, on vous a proposé de nous faire parvenir des questions qu'on a transmises à Sébastien et Sandrine. Et donc, après leur actualité, ils vont peut-être déjà prendre les questions qui ont été enregistrées au moment de l'inscription, sachant que il y a quand même pas mal de questions qui tournent autour des mêmes sujets. Et puis après leur intervention, si vous voulez, on vous proposera de poser des questions supplémentaires sur des points qui n'auraient pas forcément été abordés ou des demandes d'éclaircissement si besoin. Voilà à peu près pour l'intro. Si j'ai rien oublié, Julie? Non, t'as rien oublié. Après, sur les petits aspects techniques, c'est ce que vous avez reçu en mail. On vous conseille donc déjà de vous connecter sur Jitsi via le navigateur Chrome pour éviter les bugs. Ensuite, par rapport aux aspects techniques aussi, donc on vous l'a dit, pour ceux qui nous rejoindraient, ce serait de couper les micros et caméras pendant l'intervention de Sébastien et de Sandrine. Et puis, pour le temps de parole de la fin de session, il y aura la possibilité, grâce à la petite main, pour ceux qui souhaiteraient en fait prendre la parole. Et pendant l'intervention, on vous invite donc à nous poser vos questions ou à faire, ou si vous avez besoin d'avoir des éclaircissements, de le faire via le chat qui est sur le côté. C'est la petite bulle qui est en bas de votre écran à droite, à gauche. À gauche. Et la petite main justement est juste à côté de la bulle aussi. Si jamais ça bug pendant le webinaire, du coup, ne cherchez pas à forcer les choses. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et du coup, vous pourrez suivre en tout cas en live le webinaire sur la page Facebook du Lab ou sur la page Facebook de la Coursive Boutaric. Voilà. Et il y aura aussi, il sera aussi disponible après en replay. Je crois que j'ai fait le tour. Et Une petite chose, pardon, Julie, qu'on n'a pas dite, qui est importante, c'est en ce qui concerne les questions. ah oui. Évidemment, Sandrine et Sébastien ne vont pas pouvoir répondre au cas particulier de chacun. Donc, si jamais vous avez des questionnements spécifiques, je pense qu'ils auront l'occasion de le redire, mais on vous conseille de vous rapprocher de votre conseiller Pôle Emploi. Là, on est bien plutôt dans le cadre général. Alors, vous avez peut-être certainement des questions spécifiques, mais je pense que déjà quand on aura fait le tour du cadre et de l'actualité, ça aura déjà répondu à pas mal de vos questions, je l'espère. On va donner du coup la parole à Sandrine et Sébastien. Oui, écoutez, je vais prendre la parole. Donc, Sébastien Dessort, je suis chargé d'appui à Pôle emploi service, spécialisé dans les intermittents. Donc, on a été contacté pour vous présenter les diverses mesures qui sont actuellement à l'œuvre, en œuvre sur les dossiers des intermittents. On a fait le tour des questions qui ont déjà été posées. Il y a pas mal de questions sur des mesures à venir. Là, nous, on n'a absolument pas d'informations. C'est l'État qui a la main sur les mesures qui sont encore à venir. Donc, on va pouvoir faire un point d'actualité sur ce qui est actuellement en vigueur au titre de cette crise sanitaire du Covid. Voilà. Sandrine, je ne sais pas si tu veux intervenir, ajouter quelque chose, te présenter. Voilà, je vais déjà commencer par me présenter. Donc Sandrine Farchica. Alors, je travaille évidemment en collaboration avec Sébastien. Donc,
Je suis référent métier en fait. Je suis directement en lien donc avec les collaborateurs donc qui traitent les dossiers d'indemnisation. Voilà, donc je suis le lien qui fait remonter toutes les questions au niveau de la direction de la réglementation. Voilà, donc on va tâcher effectivement de vous répondre dans la mesure où effectivement on a des précisions uniquement sur certains sujets. Tout ce qui est post-confinement, évidemment, l'État n'a pas encore statué. On est en attente de mesures, d'autres mesures. Et du coup, on va porter en tous les cas à votre connaissance toutes les directives qu'on a eues au niveau de Pôle emploi. Voilà, je te laisse la parole. Eh bien, on va commencer à défiler les questions qui ont été posées pendant les questions que vous avez posées lors de l'inscription. Alors, il y a la première question qui relève les décrets et lois concernant les intermittents. Alors, en fait, il y en a plusieurs, parce que chaque sujet fait l'objet d'une ordonnance, d'un décret ou d'un arrêté. Donc, la première, c'est le décret relatif à l'intermittence, la nouvelle convention d'assurance chômage, qui relève donc du décret 2019-797. Donc celui-ci, il explique le règlement de l'assurance chômage, entre guillemets, standard. Sur les mesures spécifiques Covid, la première, c'est l'ordonnance 2020-324 du 25 mars, qui met en œuvre l'allongement des droits. Dans un premier temps, une mesure qui a été prise assez rapidement, on allonge les droits, on fixe la date de fin d'allongement des droits par arrêté, qui est intervenu un petit peu plus tard. Est intervenu il y a un peu plus d'une dizaine de jours, donc le décret 2020-425 du 14 avril 2020. Alors celui-ci précise différents éléments. Il reprécise l'allongement des droits pour le régime général, pour l'intermittence. Il précise aussi des mesures post-confinement, les premières mesures, donc notamment l'allongement de la période de référence affiliation. On aura l'occasion de revenir dessus un petit peu après. Il précise également la valorisation de l'activité partielle à raison de 7 heures. Et ça, c'est une spécificité pour les annexes 8 et 10. Et enfin, la dernière, c'est l'arrêté du 16 avril 2020 qui précise que les droits de tous les demandeurs d'emploi sont prolongés jusqu'au 31 mai 2020. Voilà pour cette première question. Donc il y a pas mal de décrets, d'ordonnances qui sont prises. Il y en a encore aujourd'hui qui modifient les premiers décrets, ordonnances, etc., qui modifient ceux qui ont déjà été apportés par rapport aux mesures. J'interviens juste pour préciser que Pôle emploi peut mettre en œuvre des mesures qu'à partir du moment où celles-ci sont notées dans les décrets et précisées dans des arrêtés. Tant que c'est pas acté, c'est vrai que Pôle emploi ne peut pas mettre en pratique des mesures. Voilà. Tu prends la question suivante, Sandrine ? Oui, je vais prendre la question suivante. Alors, la question suivante, c'est donner la façon de mettre au chômage partiel plusieurs salariés intermittents, dont l'une pour des ateliers scolaires payés dans le cadre d'une résidence EAC DRAC. Alors déjà, en fait, les procédures d'activité partielle, elles se font auprès de la directe. Pôle emploi n'est pas opérateur en fait du dispositif d'activité partielle. Concernant ensuite les procédures déclaratives en fait de l'activité partielle, vous avez 3 façons selon la situation de vos salariés. Soit effectivement, on est dans le cadre d'une activité spectacle, donc soit vous établissez une AEM ou une DUS, et donc cette activité est valorisée à 7 heures par jour
par jour et par cachet travaillé, donc par journée travaillée. Au niveau des salaires, sur l'AEM, l'indemnité d'activité partielle ne doit pas être mentionnée. Il y a juste uniquement la rémunération du salaire effectif qui doit être mentionnée. Concernant l'enseignement salarié, alors l'enseignement salarié aussi est valorisé à hauteur de 7 heures par journée travaillée. Et ensuite, vous avez effectivement des salariés aussi qui en parallèle ont une activité au titre du régime général. Et à ce moment-là, du coup, l'activité partielle est prise en compte à hauteur des heures payées, des heures payées au titre de l'activité partielle. Voilà concernant l'activité partielle. Ok, je vais prendre la question suivante. Dans le cadre de mes activités professionnelles, nous avons des questionnements concernant les renouvellements actuels et le chômage partiel. Alors, concernant les renouvellements actuels, il n'y en a pas. Tous les droits ont été repoussés pour l'instant jusqu'au 31 mai 2020. Donc les premiers renouvellements de dossiers vont être faits, on va dire courant juin. On va avoir une masse assez importante de dossiers, donc courant juin, puisque tous les droits ont été allongés jusqu'au 31 mai. Il n'y a pas une seule date anniversaire qui interviendra au mois de mars ou au mois d'avril. Concernant le chômage partiel, comme le disait Sandrine, on n'est pas opérateur de l'activité partielle, donc il faut se rapprocher de la Directe. Il y a un site, la déclaration se fait directement en ligne. Et concernant la valorisation, elle est faite différemment si l'activité relève du spectacle ou du régime général, de la façon dont Sandrine est intervenue précédemment. Voilà, j'ai fini sur cette question. Je vais prendre la question suivante. Quelle mise en place pour les personnes qui allaient devenir intermittentes, donc dossier en cours de construction. Je devais avoir mon statut donc pour novembre 2020 grâce notamment à tous les festivals d'été sur lesquels que je devais travailler, environ 25. Donc effectivement, c'est une grande inquiétude. On a pleinement conscience de cette inquiétude. Simplement, à ce jour, aucune mesure concernant ce sujet n'est encore connue et n'a été prise. Voilà. Donc, on n'a pas de réponse à donner concernant en fait le futur, tout ce qui va se passer après le confinement. Je te laisse prendre l'autre question. Ok. Je vais prendre la question suivante. En fait, il y a plusieurs questions dans cette demande. Un musicien dont le statut doit être revu en janvier 2021 verra-t-il bien sa date anniversaire repoussée de la durée de confinement? Alors, pour l'heure, c'est pareil. Il n'y a pas de report de la date anniversaire en dehors des dates d'allongement sur mars, avril et mai 2020. Les droits qui vont être acquis aujourd'hui, en fait, vont l'être jusqu'à une date anniversaire qui sera positionnée conformément à la réglementation. Il n'y a aucune mesure spécifique. Est-ce que c'est en cours de discussion? C'est à voir auprès de vos syndicats, puisque c'est eux qui portent les demandes auprès de l'État. Donc, ils sont saisis de plusieurs sujets. Voilà, ils sont en discussion avec l'État et les différents ministres pour mettre en place de nouvelles mesures, peut-être spécifiques pour les intermittents. Il y a une deuxième question qui est: est-ce que les indemnités qui sont versées aux intermittents, soit maxi 243 jours par an, seront elles aussi prolongées de la durée du confinement ou pas? Alors, il n'y a pas de maximum de 243 jours par an, plus depuis la réglementation de 2016 qui fixait une date anniversaire. Il n'y a toujours pas de report de date anniversaire ou d'épuisement des droits en dehors de la période d'allongement qui va du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 pour l'instant.
cette date de confinement, elle est fixée par arrêté. Il y en a un qui est relativement récent, puisque c'est l'arrêté du 16 avril qui fixe la date d'allongement au 31 mai, et sera peut-être susceptible d'être allongée postérieurement par arrêté, donc par l'État. Comment Pôle emploi se positionne par rapport au temps où il y aura une interdiction de se réunir ou de faire des concerts après le déconfinement? Donc pareil, nous on ne gère que l'indemnisation des intermittents. Nous on se positionne par rapport aux instructions qu'on reçoit de l'État, qui sont données par la réglementation, par la loi, donc par décret, par ordonnance. Pour l'instant, il n'y a aucune mesure donnée par le gouvernement. Et enfin, en ce qui concerne le chômage partiel pour les CDD d'usage intermittent, est-ce la structure qui avance les salaires aux musiciens et qui sera ensuite remboursée par l'État? Car en l'absence de concert, pas de vente de ces concerts et les petites structures n'auront pas les moyens d'avancer les 70% des cachets. Donc concernant l'activité partielle, effectivement, c'est à l'employeur d'avancer les salaires aux salariés. Ils se font rembourser par l'État une fois que le versement est fait. Et là, je ne maîtrise pas le délai puisque c'est l'État qui gère ces demandes. Je te laisse prendre la suite, Sandrine. Alors, je vais prendre les 2 prochaines questions puisque, Oui. Alors la question suivante, c'est, la question des dates anniversaires des intermittents en dehors de la période de confinement. Donc, effectivement, à ce jour, on n'a aucune mesure post-confinement qui est connue, et à savoir qu'aujourd'hui, la période de confinement concernant les intermittents du spectacle va du 1er mars au 31 mai. Voilà, ça c'est l'actualité, c'est à date d'aujourd'hui. Et effectivement, cette mesure, elle peut changer. L'autre question, le chômage partiel avec et sans maintien de salaire, ses conséquences pour les intermittents. Donc, une journée est égale à 7 heures et 0 € de salaire brut. Alors, concernant le chômage partiel, en fait, avec ou sans maintien de salaire. Alors, dans cette question, il y en a en fait plusieurs. À savoir que le chômage partiel, de toute manière, il y a toujours une indemnité de chômage partiel. Donc, vous avez plusieurs modalités concernant donc les spectacles qui n'ont pas pu avoir lieu. Soit effectivement, vous avez des spectacles qui ont été annulés avec maintien de salaire, donc sans avoir recours au dispositif de chômage partiel. À ce moment-là, c'est en fait, vous faites vos déclarations normalement. Donc, les heures ou les cachets qui étaient prévus au contrat avec les rémunérations qui étaient prévues au contrat. Vous avez une autre façon en fait de déclarer, donc c'est effectivement avoir recours au dispositif d'activité partielle. Donc à ce moment-là, on a vu que les jours d'activité partielle étaient valorisés à 7 heures par jour et par cachet, avec effectivement l'indemnité d'activité partielle qui n'est pas reportée donc sur l'AEM ou sur la DUS. Et enfin, vous avez le cas où vous avez eu des spectacles annulés et tout simplement, et sans maintien de salaire non plus. Donc, dans ce cas-là, en fait, il n'y a aucune prise en compte de ces dates-là. Sauf exception, donc ça concerne l'annexe 8, donc pour les ouvriers et techniciens du spectacle. L'article 5 de l'annexe 8, donc c'est un cas qui est bien spécifique. Ça concerne donc les techniciens en cas de fin de contrat de travail. Pour la fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption de tournage d'un film, à ce moment-là, la partie du travail non exécuté sera prise en compte. Mais là, on est dans un cadre vraiment très précis.
Voilà. Ensuite, au niveau de la question, en fait, dans cette question, on en avait plusieurs. On avait le report de la date anniversaire, le cas des intermittents en cours de renouvellement. Donc, la suite pour le régime de l'intermittence. Alors, pour le moment, j'insiste sur le fait qu'on soit vraiment un instant T sur ce qu'on vous dit. Le report de la date anniversaire concerne les intermittents qui arrivent à date anniversaire, donc uniquement entre le 1er mars et le 31 mai. Pour tous les autres, pour le moment, il n'y a pas de report de date d'anniversaire qui est prévu. Donc, effectivement, pour tous ces salariés, les réexamens fin de droit seront traités courant juin. Voilà. Et donc, on attend pour la suite les mesures prises par l'État. Je te donne la main, Sébastien. Je vais prendre la question suivante. Alors, beaucoup d'intermittents me questionnent sur la période de confinement et sur sa neutralisation par rapport au calcul des 507 heures. Beaucoup pensent que la période neutralisée, par exemple 2 mois, ne s'ajoutera pas à leur date anniversaire et que Pôle emploi remontera à 12 mois à la date anniversaire, plus 2 mois de plus encore avant. Leur date anniversaire ne bougerait donc pas, alors que je pensais que la date anniversaire allait être décalée de 2 mois. Alors, elle est un petit peu confuse cette question, mais on va essayer d'y répondre avec les éléments que l'on a actuellement. En fait, la période de recherche des 507 heures, qu'on appelle la PRA, période de référence affiliation, va effectivement pouvoir être allongée de la période de confinement. Donc, toujours dans la limite du contrat qui a déjà servi à une ouverture de droit. Ça, c'est dans la réglementation, une période de travailler qui a déjà servi à une ouverture de droit ne peut pas resservir. Donc, à partir du moment où on aura les mois de mars, avril et mai 2020, dans cette période de recherche affiliation de 12 mois, on va pouvoir allonger cette période du nombre de jours compris sur les mois de mars, avril et mai. Je vais peut-être vous donner un exemple parce que des fois c'est un petit peu plus clair. Donc si on se positionne, on va dire sur mai 2021, sur une fin de contrat de mai 2021, on va rechercher d'abord sur une période de 1 an. Donc si on se positionne au 15 mai 2021, on va pouvoir rechercher les heures sur la période du 16 mai 2020 au 15 mai 2021. Sauf que le mois de mai 2020 est dans la période de confinement, on va pouvoir allonger du nombre de jours potentiellement du 1er mars au 15 mai. Donc rechercher des heures au-delà de la période de 12 mois sans demander plus d'heures que les 507 heures requises. Concernant le report de la date anniversaire, il ne concerne que les DE qui ont une date de fin de droit ou une date anniversaire comprise, encore une fois, entre le 1er mars et le 31 mai 2020. Pour l'instant, c'est les seules mesures qui sont en cours. Elles pourront peut-être être prolongées, mais pour l'instant, on n'a aucun texte qui nous permet de connaître s'il va y avoir un allongement encore pour les intermittents ou pour tous les demandeurs d'emploi. Sandrine, je te laisse la main. Alors, question suivante, est-ce que le confinement va être comptabilisé comme une période de carence qui permettra de prolonger les droits et de repousser la date anniversaire autant de jours que les jours de confinement? Alors, comme vient d'expliquer Sébastien, le report de la date anniversaire donc, ne concerne que les demandeurs d'emploi donc, qui ont eu une date d'anniversaire entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, à ce jour en tous les cas. Ok, je prends la question suivante, qui est encore une fois sur du même acabit. Alors, un intermittent de notre structure est en date anniversaire au 1er juillet 2020.
Son dernier cachet a eu lieu le 10 mars. Après réexamen de son dossier, à partir de quelle date repartira sa réouverture de droit? Est-ce que ce sera du 10 mars 2020 au 10 mars 2021? Auquel cas, il serait amputé des mois de confinement. Alors, si effectivement il atteint sa date anniversaire le 1er juillet 2020, on va examiner son dossier au 2 juillet. On va forcément se baser sur la dernière fin de contrat qui précède, qui serait dans son cas, dans le cas présent, le 10 mars 2020. Donc la date anniversaire, en l'état actuel de la réglementation, se positionnerait effectivement au 10 mars 2021. L'indemnisation commencerait à courir au 2 juillet 2020 jusqu'au 10 mars 2021. Il n'y a pas de mesure pour l'instant postérieure au 31 mai. On ne sait pas ce qui va se passer après le confinement. Donc, effectivement, la date anniversaire ne sera pas décalée et il ne percevra pas 365 jours entre guillemets d'allocation, pas loin, mais plutôt 9 mois. Voilà. Sandrine? Autre question, donc des mesures d'accompagnement structurel et ou de projet sont-elles prévues et si oui, sur quel calendrier? Exemple. Est-ce que la date de réouverture des théâtres sera la date choisie comme date de déconfinement pour les artistes et les structures culturelles? Alors, comme on l'a précisé, la date de déconfinement est fixée par arrêté et donc le dernier arrêté que nous avons, c'est le 31 mai. Voilà. Il n'y a pas forcément de mesures d'accompagnement qui sont Non. prévues dans ce cas. Voilà. Là, on est vraiment que sur l'indemnisation des intermittents. Il n'y a Pas rien par de Pôle prévu. emploi. Voilà, en tout cas pas par Pôle emploi. Alors, la question suivante. Avoir des informations pour les compagnies qui devaient être sous contrat avec Art Public pour la parade Métis. Comment obtenir une aide du ministère de la Culture pour les compagnies qui avaient des engagements? Quelles sont les mesures de soutien existantes et quelles sont les démarches à effectuer? C'est exactement la même réponse qu'auparavant. Nous, on gère vraiment que l'indemnisation des intermittents. Comment obtenir une aide du ministère de la Culture? Je pense que l'interlocuteur à privilégier, c'est effectivement le ministère de la Culture. Et les mesures de soutien existantes, là, il faut se rapprocher. Pôle emploi, à mon avis, il n'y a pas de mesures de soutien qui sont mises en œuvre pour soutenir les compagnies dans cette période un petit peu délicate. Voilà. Autre question, donc on nous a demandé plus d'informations sur le chômage partiel. Donc ça, on a déjà abordé le sujet. Excusez-moi, j'ai été dérangée. Voilà. Autre question, que doit déclarer un intermittent chargé de production qui avait une journée de 8 heures prévue pour rencontrer des programmateurs le jour d'une représentation finalement annulée? Et donc, on demande, est-ce que ça doit passer en chômage partiel? Est-ce que ça doit être pris en compte à raison de 7 heures sur la journée? Alors, effectivement, comme on a déjà abordé le sujet tout à l'heure, concernant les spectacles annulés, il y a trois façons, en fait, trois situations qui peuvent se produire. Il y a soit les spectacles annulés avec maintien de salaire et sans dispositif au chômage partiel. Donc ça, on a dit que c'était considéré comme en fait du travail effectif, donc à déclarer sur l'AEM et sur la DUS normalement. Concernant les spectacles annulés avec activité partielle, donc on a vu que c'était pris à hauteur de 7 heures par journée travaillée. Et concernant les spectacles annulés, donc sans maintien de salaire, on avait vu que c'était pas pris en compte, sauf évidemment le cas précis que je vous ai cité tout à l'heure, concernant la fermeture de l'établissement ou l'interruption d'un tournage d'un film
pour un ouvrier ou technicien du spectacle. Voilà. Je prends la question suivante. Donc, quel sens donner à période neutralisée? Le calcul va-t-il se faire sur le mode du congé maternité, nombre d'heures attribuées sans salaire, donc taux journalier à la baisse? Alors déjà, depuis la réglementation de 2016, le congé maternité n'est plus considéré comme un taux zéro puisqu'on recalcule un salaire annuel de référence pour éviter justement aux mamans d'avoir un taux qui baisse drastiquement. Il y a également eu un élément mis en place, c'est ce qu'on appelle l'allocation plancher, qui est à 38 euros pour les techniciens bruts et à 44 euros bruts pour les artistes. Donc effectivement, pour la recherche des 507 heures, cette période neutralisée, en fait, c'est la neutralisation de la PRA, période de référence affiliation, qui va pouvoir être allongée du nombre de jours calendaires de la période de confinement, donc pour l'heure du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Cet allongement se fait toujours dans la limite du dernier contrat qui a servi à une précédente ouverture de droit. Et en fait, cette neutralisation de la PRA permet uniquement d'allonger la période de recherche des 507 heures. Elle ne va pas avoir d'influence sur le calcul du montant de l'allocation. Autre question, la question du gel des droits jusqu'au 31 juillet. Comment cela se passe-t-il? Peut-on faire opposition à ce gel si on a ces heures et un renouvellement avant le 31 juillet? Dans le cas où les lieux de diffusion nous versent une indemnité pour cause d'annulation due au Covid, pouvons-nous déclarer en cachet normal et à n'importe quelle date? Donc, à ce jour, les droits sont allongés donc jusqu'au 31 mai. Pour l'instant, on n'a pas d'autres mesures. Cet allongement donc est automatique. Les personnes qui ont la date d'anniversaire qui a été reportée au 31 mai n'ont aucune mesure particulière à faire pour le réexamen de leurs droits à date anniversaire. Par contre, tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent ne pas attendre la fin de leurs droits, donc désirent un réexamen anticipé de leurs droits, ont la liberté effectivement toujours de le faire dans le cadre d'une demande anticipée sur pôle emploi.fr. Donc, ils ont évidemment accès toujours à une demande anticipée de leurs droits. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, dans le cas où Ouais. les lieux de diffusion nous versent une indemnité pour cause d'annulation due au Covid, pouvons-nous déclarer en cachet normal et à n'importe quelle date? Ah oui. Alors, en fait, s'ils vous versent une indemnité pour cause d'annulation, il faut considérer ça comme un spectacle annulé avec maintien de salaire. C'est à déclarer à la date à laquelle la prestation était censée avoir lieu. Et le montant de salaire, voilà, c'est à déclarer comme si la prestation avait réellement eu lieu, donc à la date à laquelle elle devait avoir lieu. Je vais prendre la question suivante. On nous propose des reports d'1 an au contrat de cession. C'est mieux que rien, mais faut-il encore arriver à tenir pendant 1 an? Y a-t-il des dispositifs mis en place pour pallier à ce problème? Les contrats peuvent-ils être reportés sans contrepartie? Alors, il n'y a pas de dispositif mis en œuvre pour pallier ce problème, ou en tout cas pas par Pôle emploi. Il y a peut-être des mesures qui sont mises en place par le ministère de la Culture ou d'autres. Les contrats peuvent-ils être reportés sans aucune contrepartie? Ça, c'est à voir dans le contrat que vous avez signé qui engage l'une et l'autre des parties. Si effectivement il n'y a rien de prévu dans le contrat, il n'y a peut-être pas forcément de contrepartie. Après, c'est une entente entre les co-contractants. Pôle emploi n'a pas à intervenir dans les relations contractuelles entre les compagnies ou voilà, un client et son contractant. Je te laisse la main.
Alors, autre question, heure non atteinte à la date d'anniversaire se situant à la sortie de la période de confinement. Donc, période d'indemnisation hors confinement. Donc, effectivement, concernant, les heures non atteintes à la date anniversaire, à cause donc, du Covid-19, effectivement, il n'y a pas eu de mesures dérogatoires qui ont été prises à ce sujet. Par contre, on reste sur, le principe réglementaire qui est, la possibilité, de la clause de rattrapage, qui est une avance justement, sur une prochaine ouverture de droit. Ou alors vous avez effectivement la possibilité d'un examen, sur les allocations de solidarité, bien évidemment. Concernant la période d'indemnisation hors confinement, c'est pareil, hein, on n'a pas de mesure à ce jour, donc on est toujours, sur la fixation d'une date d'anniversaire et celle-ci, pour l'instant n'est pas reportée. Autre question, des attestations d'annulation de date signées par l'employeur et indiquant le nombre et salaire brut perdus peuvent-elles justifier de la perte réelle liée au Covid-19 lorsque les heures ne sont pas atteintes à la date d'anniversaire? Alors, on précise un point, c'est que, effectivement, toutes les heures qui sont prises en compte dans la recherche de l'affiliation sont des heures qui sont justifiées par des, AEM ou des DUS. Les autres, ne sont pas prises en compte les heures, qui sont mentionnées uniquement sur une attestation. Ça ne peut pas venir dans la recherche de l'affiliation. Je te laisse la main. Je prends la question suivante, effectivement. Quelles seront les modalités de comptabilité du régime de l'intermittence pour la période du 16 mars au 11 mai? Comment cela sera-t-il géré post-11 mai? Quels moyens d'information sur ce type de questions doit-on consulter pour suivre ces questions post-webinaire? Alors, les différentes modalités, on les a déjà vues. Avec l'activité partielle, 7 heures par jour ou par cachet, si c'était pour des artistes. Les spectacles annulés avec maintien de salaire, c'est des déclarations entre guillemets normales. Comment ce sera géré post-11 mai? Je dirais même post-31 mai, ce sera à voir en fonction des directives et quand l'État va mettre en œuvre, pour l'instant qu'on n'a pas. Et les moyens d'information sur ce type de questions, alors vous avez plusieurs sites. Sur le GUSO, vous avez www.guso.fr, vous avez des informations relatives aux déclarations uniques et simplifiées, au feuillet GUSO. Et vous avez une foire aux questions sur Pôle emploi spectacle, qui est un site qui est dédié, des mesures spécifiques sur le Covid. Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 rubriques différentes. Il y en a qui relèvent plus des demandeurs d'emploi, d'autres qui sont plus axés employeurs. Mais voilà, dès qu'il y a des informations, on les met en ligne. Je pense que s'il y a des intermittents, vous avez dû recevoir différents SMS de communication ou des mails vous informant de la mise à disposition de ces informations sur Pôle emploi et sur Pôle emploi spectacle. Voilà Sandrine, je te laisse la main. Comment la période de confinement de 2 mois va-t-elle être prise en compte lors des recalculs? Pour une personne en fin de droit mi-juillet, son recalcul va-t-il être reporté sur mi-septembre? Alors voilà, ça reprend ce qu'on vient de dire. Non, le report de la date anniversaire aujourd'hui, en tous les cas, ne concerne que les DE qui arrivaient donc en fin de droit entre le 1er mars et le 31 mai 2019. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de report de date anniversaire à ce jour.
Je prends la question suivante. Alors, comment déclarer le chômage partiel pour les structures et se le faire rembourser par l'État? Alors, la demande d'activité partielle se fait, comme on l'a déjà dit, directement auprès de la Directe. C'est eux l'opérateur de l'activité partielle. Il y a un site qui est dédié, une déclaration en ligne. Alors, comment le déclarer? Donc, pour les AEM et pour les feuillets GUSO, chaque jour ou cachet indemnisé au titre de l'activité partielle sera valorisé à raison de 7 heures sur l'AEM ou sur le feuillet GUSO. Le salaire à faire figurer sur l'AEM ou sur le feuillet GUSO correspond uniquement au salaire effectif, donc qui correspond au travail effectif. L'indemnité d'activité partielle, elle n'est pas soumise à cotisation d'assurance chômage, donc elle ne doit pas apparaître sur ces documents. C'est pour ça que derrière, on demande aux demandeurs d'emploi de nous fournir les bulletins de salaire pour qu'on puisse mettre à jour leur dossier en sachant qu'elle n'est pas prise en compte dans le cadre d'un recalcul de droits, puisqu'elle n'est pas soumise à cotisation. Pour l'enseignement salarié, on valorise à 7 heures par jour d'activité non exécutée au titre du contrat de travail. Et enfin, pour le régime général, entre guillemets normal, on va prendre en compte les heures réellement indemnisées au titre de l'activité partielle. Le remboursement se fait sur demande, il faut fournir des justificatifs à la Directe et après ils vous font le remboursement. Mais je ne connais pas les délais. Autre question, donc existe-t-il une différence de traitement selon que l'intermittent est technicien ou artiste? Et dans quelle mesure les collectivités territoriales qui gèrent des salles de spectacle travaillent-elles avec Pôle emploi autour d'une compensation financière juste pour les intermittents dans les cas d'annulation de spectacle? Alors, concernant donc les mesures gouvernementales qui ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire, il n'y a aucune différenciation pour les annexes 8 ou 10. Ce sont les mêmes mesures qui ont été prises pour les 2 annexes. Ensuite, concernant donc tout ce qui est activité partielle, on vous reprécise donc que ça relève, ce dispositif relève de la Directe et que, en fait, Pôle emploi à ce jour n'intervient pas, directement auprès des collectivités territoriales pour apporter une compensation, financière. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? C'est bon pour moi, c'est complet. Qu'en est-il des intermittents dont les dates anniversaires sont juste après la sortie du confinement? Est-ce que la date anniversaire est reculée? Sinon, sur quelle période chercher les 507 heures? Donc le report de la date anniversaire, comme on l'a déjà dit, s'effectue uniquement si vous l'atteignez entre le 1er mars et le 31 mai, pour l'instant. Peut-être qu'il va y avoir des mesures à l'avenir dont on n'a pas forcément connaissance. Sinon, sur quelle période chercher les 507 heures? Alors, encore une fois, l'allongement de la PRA est là pour permettre d'allonger la période. Seulement, il faut que cette période, qui se termine par une fin de contrat, soit dans la période de confinement, donc sur la période du 1er mars au 31 mai. Donc, si votre dernière fin de contrat est, on va dire, le 28 février 2020, il n'y aura pas d'allongement. Pas pour cette étude-là, en tout cas. Peut-être pour celle de l'année prochaine, certainement pour l'étude qui interviendra l'année prochaine. Mais là, sur quelle période rechercher, ça dépendra des dates de fin de contrat qui vont précéder l'atteinte de la date anniversaire. Voilà. Alors, l'activité partielle est une solution que nous essayons de mettre en place, mais qui reste somme toute encore très compliquée. Elle a cependant le mérite d'être une solution à cette situation pour le moins inédite, si et seulement si les structures d'accueil s'engagent à payer malgré tout les sessions des représentations annulées pour raison d'état d'urgence sanitaire.
En contrepartie, j'ai entendu parler du risque d'être suspecté de salaire de complaisance dans le cas où on ne pouvait pas justifier d'une activité précise salariée. Or, dans le cas d'une annulation, c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, en fait, effectivement, donc, il y a le dispositif d'activité partielle n'est pas une chose très simple à mettre en place. Et il y a des mesures dérogatoires du coup qui ont été prises, qui ont été mises en œuvre pour justement venir en soutien dans le cadre de cette crise. Et du coup, le maintien de salaire en cas d'annulation de représentation en fait partie. Et effectivement, au niveau de Pôle emploi, il y a un discernement effectivement qui sera fait au niveau de ces déclarations. Effectivement, pour que ce ne soit pas pris comme de la complaisance, puisque là, on est bien dans le cadre de la crise sanitaire, qui est aujourd'hui vraiment un cadre très, très particulier. Et donc, effectivement, un discernement donc, sera fait par Pôle emploi dans le cadre de ces contrôles. Voilà. Autre question. D'autre part, j'ai aussi entendu dire que les aides à la résidence prévues initialement sur des résidences annulées pouvaient ou devaient être converties en apport de coproduction. Ça dépasse peut-être le cadre de ce webinaire, mais je pose la question au cas où. Alors effectivement, cette question, en fait, elle ne relève pas du tout du périmètre de Pôle emploi et là-dessus, on ne peut vous apporter aucune réponse. Voilà. Ok, je prends la question suivante. La période de confinement et les heures effectuées pendant cette période. Alors, pendant la période de confinement, il y en a qui continuent à travailler, fort heureusement, pas tout le monde, mais toutes les heures effectuées pendant la période de confinement seront prises en compte tout à fait normalement pour les examens futurs. Ça ne pose absolument aucun problème et c'est un petit peu comme les cachets annulés qui sont quand même payés par l'employeur, c'est pareil, ils sont pris en compte normalement et idem pour l'activité partielle. Sauf qu'eux sont pris en compte à raison de 7 heures. Le renouvellement pendant la période de confinement, donc comme on l'a dit, il n'y a pas de renouvellement puisque toutes les personnes qui atteignaient leur date anniversaire entre le 1er mars et le 31 mai ont vu leur date anniversaire reculer au 31 mai. Ceci dit, si les personnes ont déjà les heures en cours de période d'allongement, ils peuvent toujours demander un examen anticipé de leur renouvellement en faisant en déposant une demande d'allocation directement sur leur espace Pôle emploi, sur leur espace personnel sur Pôle emploi ou sur l'application. Voilà. Quelle possibilité de prise en charge pour les dates annulées pendant le confinement? Donc ça, c'est une question qu'on a déjà vue. Donc, soit spectacle annulé avec maintien de salaire, hein, donc considéré comme une période d'activité normale, soit donc les spectacles annulés avec activité partielle, donc 7 heures par journée par cachet. Ensuite, vous avez les spectacles annulés, donc sans maintien de salaire, donc qui ne sont pas pris en compte, exception faite pour l'article 5 de l'annexe 8. Quelle possibilité donc de prise en charge pour les dates annulées cet été? À ce jour, on n'a aucune mesure qui nous a été communiquée donc par l'État. Troisième point de cette question, fin de congé maternité au 4 mai. Comment se passe la réouverture de droit? Normalement, il faut un contrat tout de suite après, mais comme c'est pendant le confinement, sachant que ma compagne cumule 707 heures à ce jour. Alors, on a effectivement, concernant le congé maternité, aucune mesure dérogatoire n'a été prise, donc on reste vraiment sur le cadre réglementaire.
Donc effectivement, il faut bien un contrat de travail toujours après le congé maternité pour que ce congé maternité soit assimilé dans l'ouverture de droit. Voilà pour cette question. Ok, je prends la suivante. Pourrons-nous être indemnisés des dates annulées? Alors, les dates annulées, comme on l'a vu de la part de l'employeur, il y a 3 mesures. Soit l'employeur le paye normalement, soit il est indemnisé au titre de l'activité partielle, soit il n'est pas indemnisé du tout, soit il n'est pas payé par l'employeur. À ce moment-là, c'est des heures de travail en moins sur le mois et donc des jours d'allocation versés en plus. Voilà, il n'y a pas d'indemnisation spécifique sur par Pôle emploi en tout cas, des dates annulées, excepté au titre de l'activité partielle, mais là, ça ne relève pas de Pôle emploi, mais de la directe. Voilà, je te laisse la main. Existe-t-il des collaborations entre Pôle emploi et les collectivités territoriales dans le contexte Covid? Alors, c'est un petit peu tout à l'heure, on a eu une question qui ressemblait, qui se rapprochait. Et donc, a priori, donc ça ne concerne pas l'indemnisation des intermittents du spectacle et ça ne relève pas de notre périmètre en tous les cas. Voilà, Tu veux faire la dernière? si tu veux. Allez, Galanterie c'est ça. oblige. Des précisions donc à propos de l'éligibilité ou non de l'activité partielle en cas de report de l'activité sur l'été ou l'automne. Alors, ça aussi, c'est une question qui relève pas de notre compétence, puisque l'activité partielle est gérée par la directe. Donc, effectivement, à ce jour, il n'y a aucune mesure qui a été prise en ce sens et ça ne relève pas de notre périmètre. Quid des actualisations à Pôle emploi pour mars et avril, compte tenu que des employeurs n'ont pas reçu le logiciel spécifique de fiche de paye? Alors, c'est vrai que concernant les mesures déclaratives concernant l'activité partielle, ont été assez compliquées à mettre en œuvre. Du coup, effectivement, tout le monde a pris du retard. Et ça, Pôle emploi en est bien conscient. Donc, en fait, les mesures sont arrivées peu de temps avant la clôture de l'actualisation. Donc, ça a dû arriver vers le 14 avril. Concernant les modalités déclaratives sur les DUS, on a eu l'information et les précisions uniquement en fin de semaine dernière. Donc, bien évidemment que concernant l'actualisation, il y a des mesures qui ont été prises. Alors, techniquement, il y a un micro qui est ouvert. Alors, techniquement, en fait, on n'a pas été en mesure de prolonger la date d'actualisation, au-delà du 15 avril. Ceci dit, les demandeurs d'emploi peuvent, au-delà de la date du 15 avril, donc procéder aux modifications de leur actualisation sans problème. Donc, soit par mail, en général par mail, ou soit ils nous contactent par le 3949. Toutes les modifications des actualisations sont prises en compte, bien entendu. Il n'y aura pas de prise en compte de période non déclarée sur la période du confinement. Voilà, j'espère avoir répondu correctement. Concernant donc les questions qui nous ont été posées lors de l'inscription, on a fait le tour.
J'espère qu'on a répondu un petit peu, qu'on vous a un petit peu éclairé sur ce qui est mis en œuvre, hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 3 grandes mesures, hein, qui sont prises concernant, finalement l'activité partielle, concernant l'allongement des droits et concernant, la neutralisation de la période de référence affiliation. Voilà, en fait, c'est les 3 grands sujets qui ont été, mis en œuvre. Et Pôle emploi, les seules mesures que nous, on a mis en œuvre, qui n'ont pas été, c'est la possibilité de modifier l'actualisation au-delà de la période normale, donc au-delà du 15, puisque réglementairement, un demandeur d'emploi peut modifier son actualisation jusqu'au 15. Là, il peut la modifier de manière quasi illimitée. J'espère pas, j'espère que la situation sera régularisée avant. Mais voilà, on prendra en compte les modifications sur ces mois de confinement, mais ça restera de toute façon des mesures exceptionnelles. C'est une fois que on est sorti du confinement, on va retourner sur un fonctionnement entre guillemets normal. C'est vraiment des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être que les organisateurs reprennent la main. Oui. Pour nous donner peut-être les questions qui arrivent, des précisions. Une petite précision, on avait prévu de le dire, mais je fais suite au dernier message à l'avant-dernier message qui vient d'arriver dans le Slack. On en a parlé à Sandrine quand on a préparé ce premier webinaire, étant donné effectivement qu'il va y avoir des mises à jour et des annonces dans les jours et les semaines à venir. On a prévu de réorganiser un tel webinaire dans la deuxième quinzaine du mois de mai. Donc voilà, je pense que ça répond à certaines des questions qui se posaient dans le chat. Alors il y a des questions qui sont arrivées dès le début des questions-réponses de Sébastien et Sandrine. Donc je ne sais pas si entre-temps vous avez eu la réponse à votre question ou pas. Si c'est pas le cas, peut-être que vous pouvez, je ne sais pas ce que tu en penses Julie, mais que les gens peuvent utiliser la petite icône en bas à gauche de la main pour prendre la parole et demander des éclaircissements par rapport aux questions qu'ils avaient. Voilà. Il y avait 2 choses quand même, où il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il était possible de réexpliquer le chômage partiel parce que c'était pas clair apparemment. Le chômage partiel. Voilà. Je vais prendre la main. Donc effectivement, il y a deux distinctions à faire sur le chômage partiel. Vous avez le chômage partiel de l'intermittent, donc sur les AEM et sur les feuillets GUSO. Chaque jour ou cachet indemnisé au titre de l'activité partielle doit être valorisé à raison de 7 heures sur les AEM ou sur les DUS. C'est le décret, je vous redonne le numéro 2020-425 du 14 avril, qui prévoit que chaque jour indemnisé au titre de l'activité partielle ou chaque cachet est valorisé à raison de 7 heures. Concernant l'indemnité d'activité partielle, elle n'est pas soumise à cotisation d'assurance chômage, elle n'est donc pas à faire apparaître sur les justificatifs AEM ou feuillet GUSO. Donc elle ne sera pas prise en compte pour une future ouverture de droit. Ça, c'est côté intermittent. Pour les personnes qui sont au régime général, il y a 2 cas différents, 2 cas distincts. Vous avez les personnes qui exercent une activité au régime général. Je ne sais pas moi, qui donnent par exemple des cours d'anglais, il y en a quelques-uns, qui peuvent être indemnisés au titre de l'activité partielle pour ces activités au régime général. Eux vont déclarer les heures réellement payées au titre de l'indemnité d'activité partielle. Donc s'ils donnent 2 heures de cours de langue par mois, ils vont nous déclarer, et l'employeur également, 2 heures sur le mois. Et enfin, il y a les personnes qui donnent des cours, qui enseignent leur art dans des établissements entre guillemets spécifiques. C'est valorisé à raison de 7 heures, comme c'est fait pour l'intermittence.
Voilà, c'est 7 heures par jour. Et de toute façon, les indemnités d'activité partielle ne sont pas soumises à contribution chômage, donc il n'y a pas de salaire attaché à ces prestations-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez besoin encore d'éléments sur l'activité partielle. Du coup, il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole. Je vais déjà donner la parole du coup à Philippe Journeau, puisque du coup, il voulait prendre la parole et il s'est manifesté en premier. Philippe, est-ce que vous pouvez remettre votre micro, s'il Oui, vous c'est plaît? bon, c'est bon. Voilà, on Oui, vous bonjour. écoute. Donc, sur ce que vous venez d'expliquer, juste pour préciser, quand on fait une déclaration Pôle emploi avec du chômage partiel, donc si j'ai bien compris, on met le nom de la compagnie, on met à côté activité partielle, on met 7 heures par jour, s'il y a eu, par exemple, il y a eu 3 jours, on va mettre 21 heures, d'accord, 3 fois 7, 21, et à la case de l'indemnité, on met 0 euros. Où est-ce qu'on met l'indemnité? Où est-ce qu'on fait apparaître les 70%? Vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes côté employeur ou côté demandeur d'emploi? Côté intermittent, demandeur d'emploi. Côté intermittent, dans votre actualisation. Voilà. Dans votre actualisation, le montant de l'indemnité d'activité partielle, vous devrez la déclarer dans le montant du salaire. Donc on est bien d'accord. Ouais, c'est ça, oui. On la met bien. Quand même. Non, parce que, non, c'était juste pour préciser, parce que même si je la mets, il y aura 0 euros qui seront pris en compte pour le recalcul de la future ARE. Ça on est bien d'accord. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Rentre bien. Mais est-ce que vous pouvez expliquer aux gens, parce que ça, tout le monde ne le sait pas, juste pour préciser ça, ce qui a été dit, alors est-ce que c'est confirmé, ce qui a été dit par Pôle emploi, c'est que les 7 heures par jour d'indemnité qui sont liées donc au chômage partiel rentreront dans la tranche B du recalcul. C'est bien ça? L'allocation journalière. Voilà. Donc ça serait bien que vous précisiez aux gens, parce que les gens ont du mal à comprendre ça. Donc repréciser cette tranche B, ça veut dire bien que ça bonifie le nombre d'heures. On est bien d'accord? Tout à fait. C'est exactement ça. Ça participe à la recherche des 507 heures. Voilà, on est bien d'accord. Et les heures d'activité partielle sont également prises en compte dans le calcul de l'allocation, qui est divisé en 3 parties. Donc la catégorie B, qui se base sur le nombre d'heures travaillées, effectivement. Et c'est pour ça que je disais... Concrètement, ça veut dire, de toute façon, l'indemnité, si quelqu'un, je ne sais pas moi, déclare un tiers de ses 507 heures en chômage partiel, son indemnité journalière va baisser, mais elle sera minorée par ce calcul. C'est exactement ça, par la prise en compte des heures d'activité partielle. En sachant, je le reprécise, qu'il y a des allocations planchées pour les artistes et pour les techniciens. Pour les artistes, 44 euros brut, donc ça fait 43 et quelque chose net, et 38 euros brut pour les techniciens, voilà, ça s'apparente à 37 et quelque chose net. Très bien, merci. Et juste pour apporter une autre précision, effectivement, un point sur lequel on n'a pas trop appuyé et que vous avez fait mention, c'est que cette indemnité chômage partiel, donc, elle est à déclarer lors de l'actualisation par le demandeur d'emploi, puisqu'elle participe au calcul de l'activité réduite, donc lors de son paiement mensuel. Donc, il est important au niveau de l'actualisation que cette indemnité apparaisse, puisqu'elle participe au plafond. Si jamais, effectivement, elle n'est pas indiquée dans un premier temps, en fait, Pôle emploi va déclencher un paiement provisoire qui ne va pas être correct. Et du coup, plus tard, il va y avoir une régularisation. Oui, un aperçu. Voilà, ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que voilà, il était aussi important de préciser que cette indemnité est à déclarer lors de l'actualisation et pour que ce soit plus lisible, en fait. Effectivement, il a été demandé aux demandeurs d'emploi de la déclarer de façon spécifique, en fait, de bien séparer cette ligne d'activité partielle. Voilà, afin qu'elle soit identifiée. Et juste pour finir, si je peux me permettre une dernière question, est-ce que vous pensez, alors là, je vais vous demander de sortir un petit peu de votre cadre, parce que pour l'instant, il n'y a pas de décret, mais est-ce que vous pensez, parce que moi, je pense que
on va pas pouvoir faire autrement que de recréer un fonds transitoire qui sera différent de celui de 2003. Mais si on va pas vers un fonds transitoire, vous imaginez déjà, vous tous à la place où vous êtes et nous à notre place, que la casse va être terrible. On en est pleinement conscient, voilà, en tant que personne. Ça, c'est une évidence. Par contre, effectivement, il y a les partenaires sociaux qui œuvrent aujourd'hui. Et à savoir que quand on regarde un petit peu l'historique de ce qui a été fait sur cette crise sanitaire, il est vrai que dans un premier temps, en tous les cas, le gouvernement a mis en œuvre des mesures d'urgence pour éviter. Donc, dans un premier temps, la priorité, c'était de permettre aux demandeurs d'emploi qui arrivaient en fin de droit de ne pas se retrouver sans ressources. Donc, effectivement, on peut, quand on regarde un petit peu, quand on prend un petit peu de recul sur les mesures qui ont été mises en œuvre, à chaque fois, ça a été sur l'urgence. Voilà. Alors, tout le monde travaille, enfin, les partenaires sociaux travaillent pour effectivement que toutes les mesures soient prises en compte pour qu'il n'y ait pas d'impact, enfin pas trop d'impact. Maintenant, c'est vrai qu'on en a conscience, hein, ça c'est évident. Ok, merci. Je voudrais juste intervenir en réponse. Moi, j'ai entendu Monsieur Riester qui était intervenu à la radio et qui justement disait qu'ils étaient en train de travailler avec conjointement, parce qu'il n'est pas tout seul non plus à prendre des décisions, avec le ministère du Travail, le ministère des Finances, sur les mesures à venir. Notamment, c'est le ministre de la Culture, donc notamment sur le secteur de la culture, au vu de l'annulation des festivals de l'été. Une très très grosse baisse d'activité à prévoir pour les intermittents notamment. Donc je pense qu'effectivement il est saisi du sujet. Après, nous c'est vrai qu'on ne peut pas préjuger des mesures qu'il va pouvoir mettre en place. Voilà. Ok. Je vais donner la parole à Jennifer Boulier, si tu peux. Du coup, ton micro est fermé pour l'instant. Bonjour. Bonjour. C'est bon? Oui, on t'entend. Alors, c'était une question qui a été répondue, donc c'est le prolongement de la question. C'était des gens qui souhaitaient faire réexaminer leurs droits parce qu'ils avaient leurs 507 heures et que c'était leur volonté. C'est des gens qui ont reçu un mail du coup avec donc des mentions que j'ai mis dans la conversation qui du coup se posent des questions sur la signification de ces mentions. Je ne sais pas si les gens la voient. C'est une information envoyée à 15h12 dans la conversation. Est-ce que tout le monde la voit? Non. Oui, la question abandon du droit, c'est ça? En fait, les gens se posent si ces réponses du Pôle emploi sont des réponses qui sont particulières liées au Covid-19 ou à quoi correspondent ces mentions qui sont des mises en garde concernant leur examen des droits. Voilà. Alors en fait, c'est pas des éléments qui sont nouveaux. L'abandon du droit en cours depuis la fin de contrat de travail, ça veut dire qu'à partir du moment où vous demandez un examen anticipé, on va l'étudier. Si, je sais pas moi, 2 ou 3 mois après, vous vous rendez compte que l'examen, vous auriez jamais dû le demander, en fait, l'examen, il est irrévocable. Une fois que vous l'avez fait, les droits que vous aviez en cours, ils sont perdus, ils sont remplacés. C'est juste des alertes, si vous voulez, qu'on émet, parce qu'on ne reviendra pas sur une demande d'examen que vous avez faite, parce que 3 mois après, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas avantageuse. Ensuite, c'est plus sur l'impact de la demande anticipée et la remise en cause des paiements, avec risque de trop perçu, puisque quand on fait un nouvel examen, on réapplique de nouveau possiblement le délai d'attente de 7 jours, et on va appliquer des franchises, congés payés et peut-être salaire. Et on va remettre en cause des paiements qui ont déjà été effectués. C'est également une possibilité. Donc on met également, on attire l'attention là-dessus en disant attention, vous pouvez avoir un trop perçu du fait du réexamen. Ce qui n'est pas forcément des plus du mieux dans la période actuelle où voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis pareil, voilà,
le risque de trop perçu lié aux éventuelles franchises. Et le trop perçu, c'est si vous avez une allocation qui est inférieure, si vous étiez à 60 et que vous faites un réexamen que vous êtes à 45, si vous avez payé 10 jours avec ce différentiel de taux, on va vous demander 150 € de trop perçu. Tout ça, c'est les juste mentions habituelles. des alertes. Oui. C'est des alertes. Voilà. C'est des alertes qu'on envoie habituellement. Et par rapport à ça, du coup, la question, c'est 2 cas différents. Une personne qui, du coup, a fait son réexamen dans ses temps, puis une personne qui, du coup, devait être renouvelée, n'a pas été renouvelée. Et du coup, si elle, à l'heure actuelle, fait sa demande de réexamination aujourd'hui, alors que, par exemple, elle devait être renouvelée le 26 mars, est-ce que cette personne, les heures vont être recherchées jusqu'à aujourd'hui ? Non, quand on va mener l'examen, on va forcément le mener sur la dernière fin de contrat qui précède. Voilà. Ok. Merci. Par contre, voilà, il y a les paiements postérieurs peuvent être remis en cause, voilà, et l'impact d'autant plus fort vu le nombre de jours d'allocation qui ont peut-être été versés et si le taux est beaucoup plus bas. Bah oui. Et avec l'application des franchises et des délais d'attente. Ouais. Voilà. Ok. Merci Jennifer. Il y a Jean Dolay qui voulait prendre la parole. Oui, c'est par rapport à... Du coup, vous avez indiqué que pour le chômage partiel, pour les journées déclarées en chômage partiel, il y aura 7 heures qui seront prises en considération dans le calcul éventuel de nouveaux droits. Par contre, quel sera le montant en fait, puisqu'il n'y a pas de salaire brut déclaré à 1 euro, est-ce que nos indemnités vont chuter d'autant? Voilà quoi, question. J'ai pas très bien entendu le début, alors je te laisse répondre. En fait, effectivement, l'indemnité de chômage partiel n'est pas soumise à cotisation d'assurance chômage. Donc, du coup, elle ne rentre pas dans le calcul de l'allocation journalière. Il n'y a que les heures qui sont prises en compte au niveau de l'allocation. Donc ça veut dire qu'on aura forcément des indemnités qui seront très minorées dans l'examen en l'état de cause, dans le réexamen de nos droits, quoi. Alors très minoré, là-dessus, je sais pas, je peux pas vous répondre. Et après, il faut garder aussi en tête que vous avez la période de recherche de l'affiliation qui est aussi rallongée du nombre de jours de confinement qui sera donc dans cette période de référence. Donc, je pense pas qu'il y ait un impact très lourd au niveau de l'allocation journalière. Ça va dépendre des dossiers, je pense. Oui, voilà. je pense. Il y en a qui vont être très impactés parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités partielles, possiblement. Et il y en a d'autres qui vont l'être moins parce qu'ils n'ont pas forcément des salaires élevés ou ils sont proches de l'allocation plancher et pour eux, ça ne changera pas forcément grand-chose. Mais effectivement, il peut y avoir un impact sur le montant de l'allocation qui va être réduit étant donné qu'il n'y a pas de salaire attaché à ces heures d'activité partielle. C'est bon pour vous? Oui, c'est bien. Ça a répondu clairement à ma question. Merci. Il y a Dominique Cosson qui voulait prendre la parole. Oui. Alors moi je ne comprends pas très. Alors moi je suis administratrice d'un ensemble et j'ai un petit problème de compréhension entre la date anniversaire et la PRA. J'ai par exemple une musicienne qui a sa date anniversaire au mois de septembre et qui ne va sûrement pas avoir le nombre d'heures nécessaires du fait de toutes les annulations qu'on a eues depuis le mois de mars. Et
Donc, alors j'ai bien compris que la date anniversaire ne pourrait pas être reculée, mais que par contre la PRA pouvait être allongée de la durée du confinement. Donc c'est là où je comprends pas très bien. Tu prends, je prends. Je vais commencer et puis tu préciseras peut-être. En fait, effectivement, vous avez la date anniversaire, en fait, qui est la date limite d'indemnisation d'un droit. Donc là, votre salariée, elle arrive en date anniversaire en septembre 2020. Ouais. Vous avez la période de référence affiliation, c'est la période de référence, donc aujourd'hui qui est alors de 12 mois dans le cadre réglementaire normal, hein, hors cadre crise sanitaire. Cette période de référence, elle permet de rechercher donc sur 12 mois la condition des 507 heures. Donc, on va dire, je vais vous donner un exemple pour votre salarié, donc qui est en fin de droit en septembre, on va dire que son dernier contrat de travail, c'est le 31 août 2020. Donc, hors cadre confinement, on aurait recherché sa période de référence pour le calcul de son nouveau droit. On aurait recherché sur un an, donc du 31 août 2020 au 31 août 2019. La condition des 507 heures. Ouais. Si elle avait eu ces 507 heures, donc à partir de la fin de contrat de travail du 31 août, aurait été fixée donc par rapport à cette nouvelle ouverture de droit, une date limite d'indemnisation qui s'appelle la date anniversaire et qui aurait été fixée donc un an après, donc au 31 août 2021. D'accord. D'accord ? Ouais. Donc c'est vrai que c'est deux choses complètement différentes. La période de référence affiliation, dans son cas, elle va être rallongée de la période du confinement. D'accord. Voilà. Oui, donc elle Dans pourra la limite prendre du fait générateur de la dernière ouverture de droit. Oui. Oui, oui. Donc, si ce qu'on espère, on peut reprendre notre activité, donc les concerts à partir du mois de septembre. Les concerts qu'elle fera en septembre et octobre pourront être pris en compte dans le calcul de ces 507 heures. Alors non, non, Ah. si elle est en fin de droit, je vais vous dire si elle est en fin de droit le 1er septembre. Oui, c'était peut-être pas le premier, mais oui. Voilà, au début septembre. Et que la dernière fin de contrat de travail qui précède immédiatement donc sa date d'anniversaire, c'est le 31 août. On ne pourra pas prendre en compte dans son ouverture de droit les spectacles qu'elle fera en septembre ou en octobre. On va remonter sur un an, enfin un an plus la durée du confinement dans ce cas-là. Mais on ne pourra pas prendre en compte à son réexamen de droit début septembre les spectacles qui sont à venir. Ça, ce n'est pas possible. Ah. Et non. Alors, si elle n'a pas ces heures, elle a la possibilité, effectivement, alors ça, c'est selon son dossier, hein, si elle se situe entre 338 heures et 506 heures d'affiliation, il y a effectivement une possibilité pour elle de bénéficier de la clause de rattrapage en attendant qu'elle ait de nouveau la condition des 507 heures pour avoir une nouvelle ouverture de droit. Donc là, à ce moment-là, quand elle sera en cours de clause de rattrapage, on étudiera au fil du temps, en fait, si elle réunit de nouveau les 507 heures. Et dès qu'elle réunira de nouveau les 507 heures, elle aura effectivement une nouvelle ouverture de droit qui prendra en compte effectivement les spectacles de septembre. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si, je pense que j'ai compris, mais c'est pas moi qui suis directement concernée, c'est un peu. Effectivement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est sur son réexamen fin de droit de début septembre,
On revient sur 1 an. Donc, on ne peut pas prendre les prestations qui sont à venir. Voilà. Donc, là-dessus. Si je peux me permettre de compléter. Oui, je vous en Si prie. j'ai bien compris, pour toute personne qui a sa date anniversaire en dehors de la période de confinement, c'est-à-dire entre le 1er mars et le 31 mai, pour le recalcul, on repartira sur la date anniversaire comme d'habitude et on recherchera les droits sur 1 an, point barre. Il n'y aura pas de possibilité. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de recalcul de droits sur plus d'1 an pour toutes les personnes qui sont en dehors de la période de confinement. On est bien d'accord? Oui. Oui, puisque effectivement, les droits, s'il pourrait y en avoir, c'est pour les personnes qui continuent à travailler, parce qu'une personne qui arrivait en date anniversaire, je sais pas moi, le 15 mars 2020, a vu ses droits être reportés au 31 mai, en automatique. Oui. Et il a un petit peu de chance, ses employeurs, il a signé des contrats, ils maintiennent le salaire. Donc il avait plusieurs prestations qui étaient prévues jusqu'à mi-mai. Et il va se retrouver avec un contrat dû au 15 mai, une fin de contrat au 15 mai. Quand on va réétudier son dossier à la fin du confinement, donc le 31 mai, on va se baser sur la fin de contrat du 15 mai 2020. La PRA, la période de recherche affiliation, on va donc partir du 16 mai 2019 au 15 mai 2020. Une partie de la période de confinement va être située dans la période de référence d'affiliation, le 1er mars 2020 au 15 mai 2020. Donc on va pouvoir allonger la période de recherche affiliation de la période de confinement. Donc ça va nous faire 31 jours sur mars, 30 jours sur avril et 15 de 76 jours. Donc on va chercher sur 1 an plus 76 jours. J'ai bien compris, excusez-moi Sébastien, mais ce que vous me dites là, ça concerne bien, c'est ce que j'ai dit juste avant, les gens qui ont leur date anniversaire dans la période de confinement. Et pour toutes les autres personnes, pour l'instant, et pour toutes les autres personnes, pour l'instant, donc là, ce qu'on voit malheureusement dans ce qui se passe, mais j'espère que ça va pas être définitif, de toute façon les partenaires sociaux vont tout faire pour que ce soit pas définitif, on crée une différence entre quelqu'un qui a sa date anniversaire dans la période de confinement, donc il peut avoir une recherche sur 2 mois ou 3 mois en plus, et les autres qui sont impactés de la même manière, puisqu'ils vont avoir des annulations, ils vont avoir des vrais spectacles annulés, donc des heures en moins, et ces gens-là vont, eux, être impactés d'une autre manière. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'une casse, si ça ne change pas, une casse qui va être terrible, et que on espère bien qu'il y aura ou un fonds transitoire ou autre chose qui va être mis en place grâce aux partenaires sociaux pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait dans le monde de la culture en France aujourd'hui le moins d'artistes impactés par cette crise. Sinon, ça va être une crise pire que 2003. On s'est déjà battu pour revenir à la date anniversaire et là, on recrée. Et même pour vous, je me permets, si la chose qui serait la plus simple pour tout le monde, pour que Pôle emploi ait moins de boulot, c'est de repartir une année blanche pour tout le monde, repartir sur les dates anniversaires pour tout le monde, et on recalcule et on garde la même indemnité à la limite pendant 1 an, ce qui lisse et ce qui simplifie le travail à la fois pour Pôle emploi, pour les partenaires sociaux et pour les artistes. Mais voilà, après, on sait que c'est pas nous qui décidons, il y a le gouvernement, etc., etc. Mais vous voyez un peu ce qui est en jeu actuellement. Et quand on veut vraiment parler de solidarité, où est-ce qu'on va? Là-dessus, c'est une... Sébastien, on ne vous entend plus. Ouais. Sébastien, votre connexion a coupé. Ah, oui. Je n'ai pas très bien entendu non plus. Allô? Oui. Vous avez été coupé, on ne vous a pas entendu sur votre réponse, c'est ça que... D'accord, ok. Oui. Alors effectivement, ça peut être une solution. Après, malheureusement, le ministre de la Culture n'est pas non plus le seul à prendre des décisions. Il y a une histoire de coût, parce que financer une année blanche à 350 000 demandeurs d'emploi, ça a un coût qui est énorme.
pour le régime, pour l'État également. Le fonds transitoire, vous en parlez, effectivement, il a changé de nom, mais il existe toujours. C'est le fonds de professionnalisation et de solidarité. Ah, ça a recoupé. Ouais. Sandrine, est-ce que du coup, Oui, je pense vous voyez ce qu'il voulait dire et vous pouvez reprendre la suite ou... Oui, je vois ce qu'il voulait dire. Il voulait dire tout simplement que effectivement, voilà, et ça allait avoir un coût et que aujourd'hui, Date en tous les cas, anniversaire. ah, ça y est, il est revenu. Ah. Je suis On la vous seule. avez perdu, hein. Je vais arrêter de parler parce que j'ai l'impression je vais finir par perdre le fil. Mais j'ai une très mauvaise connexion apparemment, oui. Oui, vous êtes en rouge. Je te laisse répondre, Sandrine. Ça m'évitera d'être coupé. Allô? Ouais, du coup, en fait, effectivement, l'objection de ce monsieur, excusez-moi, j'ai pas votre nom. Philippe Journeau. Ouais. Philippe Journeau, effectivement, c'est cette revendication et c'est quelque chose, voilà, qui a été porté donc à notre connaissance. On n'est pas ignorant de ce qui est ce que vous préconisez, mais malheureusement, effectivement, on n'est pas du tout compétent en tous les cas pour mise en place de telles mesures et on peut pas se substituer effectivement à l'État aujourd'hui, quoi. Donc effectivement, c'est des mesures. C'est des mesures qui seraient effectivement garantes d'une certaine sécurité, mais ça effectivement on l'entend, mais on peut pas en tous les cas être garant de cette prise en charge. Ouais. Il y aura un vrai souci d'équité avec ce type de fonctionnement. C'est pour ça que ça a du sens les idées d'année blanche Alors après, effectivement, pour vous, il y a une perte de cotisation. Effectivement, pour Pôle emploi, il y a une perte de cotisation et c'est ce qui complexifie la chose. Hein. Après, alors, aujourd'hui, on intervient pour donner les mesures qui ont été prises. C'est vrai que ça évolue, hein, ça évolue tout le temps. Et donc, bon, après, il faut aussi attendre que tous les partenaires sociaux aient été entendus, que voilà, et que toutes les décisions soient prises au fil de l'actualité et au fil des difficultés surtout. Ouais. On va donner la parole à Catherine qui a levé la main. Catherine, il faut du coup rouvrir votre micro. Ouais, me voilà. Donc, bonjour à tous. Donc moi j'ai 3 questions à propos du chômage partiel. Donc je suis administratrice d'une compagnie de cirque. Donc au côté employeur, ma première question c'est bon, peut-être vous avez déjà répondu, mais j'ai pas vraiment bien compris. Comment on déclare les AEM du côté employeur? Et mon autre question, c'est donc c'est en termes d'heures, j'ai compris, on déclare 7 heures en fait par jour travaillé. Mais par contre, en termes de salaire, combien on déclare? Et si l'employeur décide de maintenir, par exemple, le salaire brut à 100%, mais on va toucher en tant qu'employeur que 70% d'indemnité. Enfin, comment ça se passe? Voilà. C'est un peu comment ça se passe sur comment on remplit l'AEM. Et ma deuxième question, c'est à votre avis, est-ce que l'activité partielle, cette mesure, va se poursuivre au-delà du 31 mai? En fait, je pose cette question parce que la compagnie que j'administre devait aller à Avignon.
et il n'y va plus. Voilà. Donc, Alors, tu veux répondre, je veux répondre. vas-y, tant que tu as Alors, le micro qui fonctionne. j'ai coupé la caméra, ça m'évitera d'être coupé. Je vais économiser un peu de bande passante si ma connexion est pas forcément bonne. Il me semble que l'activité partielle peut être prolongée au maximum jusqu'au 31 juillet. J'en ai pas la certitude, mais il me semble que c'est les chiffres qui sont donnés, les dates qui sont données pour l'activité partielle. Je vais vérifier à côté. Je me permets de confirmer. Je consulterai après. Je vous donne. Ouais, voilà. Donc c'est bien ça. Je vais chercher le texte réel, mais bon, si vous confirmez, c'est bien ça. Concernant la complétude de l'AEM, donc effectivement, tout ce qui est indemnisé au titre de l'activité partielle, chaque jour ou cachet indemnisé au titre de l'activité partielle doit être valorisé à 7 heures. Au niveau de la rémunération, que ce soit l'indemnité d'activité partielle ou le maintien que vous faites, ils ne sont pas soumis à cotisation d'assurance chômage, les deux éléments, donc ils n'ont pas à apparaître sur l'AEM. Donc en fait, on met 0 pour l'employeur. Vous allez mettre 1 euro pour que l'AEM puisse être enregistrée, et dans le... Ah, ça a recoupé, je crois. Ah mince. Je crois qu'on a de nouveau perdu Sébastien. Donc au niveau oui effectivement de la complétude de l'AEM, au niveau de l'indemnité, en fait vous faites apparaître uniquement la rémunération du travail effectif. Tout ce qui est relatif à l'indemnité partielle, ça ne doit pas être, ça doit pas apparaître sur l'AEM parce que ce n'est pas soumis à cotisation. Du coup, si vous avez un mois complet sans travail effectif, uniquement de l'activité partielle, vous faites apparaître donc au niveau des heures, donc le nombre d'heures de jours multiplié par 7 heures de travail par jour. Et au niveau de la rémunération, alors vous ne mettez pas 0, mais c'est juste pour un problème technique, vous mentionnez à 1. D'accord. Voilà, c'est juste pour que l'AEM puisse s'intégrer dans les dossiers, en fait, dans votre dossier, dans le dossier du demandeur d'emploi. C'est vraiment un problème technique, ce fameux 1 et pas 0. Si on met 0, l'AEM, elle ne passe pas dans les tuyaux, en fait. Donc, c'est bloquant. Et d'accord. Et du coup, sur le bulletin de salaire, voilà, est-ce que c'est dommageable de payer à 100% le salaire qu'on avait convenu, et alors que, voilà, je ne sais pas trop du coup du côté de l'intermittent si c'est. Alors, l'indemnité, pardon. L'indemnité d'activité partielle ne rentre pas dans son allocation journalière, dans le calcul de son allocation journalière. Donc, du coup, à ce niveau-là, il n'y aura pas d'impact. Après, l'indemnité d'activité partielle, elle rentre dans le calcul de l'activité réduite concernant son indemnisation mensuelle. C'est-à-dire que le DE, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le demandeur d'emploi, il est obligé, donc on lui demande de déclarer lors de son actualisation la période d'activité partielle et l'indemnité qu'il a perçue, puisque ses revenus vont rentrer, ces heures et les revenus vont rentrer dans le calcul du nombre de jours indemnisables et non indemnisables du mois. Donc effectivement, à ce niveau-là, il y aura un impact. D'accord. Donc, soit Voilà. il déclare les 70% de l'indemnité, soit il déclare le 100%.
Mais du coup, les 30%, comment ça va? Il a pas le choix en fait. C'est pas un choix qu'il a. C'est qu'à partir du moment où il a perçu du travail effectif et de l'activité et une indemnité d'activité partielle, il doit, au niveau de son actualisation, déclarer à Pôle Emploi tous ses revenus et les salaires perçus au titre de son travail effectif et la part donc liée à l'indemnité d'activité partielle, qu'elle soit à 70% ou à 100%. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Bon. Ça répond à vos questions? Oui. Oui, pas encore tout à fait, mais c'est pas grave, je clarifierai. Oui, je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure. Ça a coupé, Sébastien. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a, dans la foire aux questions Pôle emploi spectacle, il y a une rubrique qui est dédiée pour l'employeur, pour la complétude de l'AEM. Donc je vous invite à vous renseigner auprès d'eux. Si de toute façon vous avez un doute, et pour bien faire les choses, il vaut mieux passer un coup de téléphone au centre de recouvrement, 39 95, département 99. Et si vous avez encore des doutes après ça, vous pouvez les contacter et eux vous donneront les modalités de complétude de l'AEM. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question. Vas-y, Bénédicte. Je ne sais pas si c'est la même. Il y en a j'en ai une qui est arrivée par Facebook et puis une dans le chat ici. Si la personne veut compléter, elle pourra le faire. Pour cause de Covid, nous n'avons pas fait de DUE pour des dates annulées. Cela semble poser problème pour les intermittents. Pour justifier des heures, peut-on remédier à ce manquement? Je ne sais pas si la personne qui l'a posé a besoin de compléter ou non. Si elle veut prendre la parole ou pas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on peut toujours faire une DUE après coup. On a le droit de faire une DUE, de déclarer une DUE. Par exemple, si la DUE était au 15 mars, on peut déclarer ces DUE du 15 mars au 15 avril. Alors, la faire plus tard, mais on a le droit de la faire. C'est ce qui couvre la structure. Alors, moi, par rapport au DUE, j'avoue que normalement, je sais qu'elle est à faire au minimum 24 ou 48 heures avant la date du début du spectacle ou de la prestation. Après, je ne sais pas s'il y a eu des mesures particulières en matière de DUE. Moi, je sais qu'elle peut être faite après coup. Dans tous les cas, je pense qu'il vaut mieux régulariser. Effectivement, c'est peut-être mieux de le faire. Ça peut être un élément de preuve. C'est pas forcément une preuve en cas de contrôle. Voilà, que la prestation elle a été annulée. On attendait un petit peu les mesures, parce que c'est pareil, les mesures d'activité partielle, d'éligibilité des employeurs GUSO à l'activité partielle, ça a mis un petit peu de temps. Les modalités de déclaration GUSO, elles sont arrivées il y a quand même très peu. C'est Sébastien qui a coupé ou c'est moi? Non, c'est Sébastien. C'est Sébastien. Ouais. Donc, il disait effectivement que on en a parlé tout à l'heure concernant les modalités déclaratives au niveau de l'activité partielle, au niveau de la DUS-GUSO, ça a été compliqué à mettre en œuvre. Hein. Je crois que son micro est coupé. Hop là. Vous m'entendez là? Oui. Oui, d'accord. Sébastien, on a des petits problèmes de réseau sur Annecy, oui, apparemment. Donc voilà, il y a eu beaucoup de soucis au niveau du GUSO. Je vous invite à aller sur le GUSO
pour voir un petit peu les modalités de déclaration. Et je pense que effectivement, le fait de faire des DPAE dans cette période particulière un petit peu en retard n'aura pas d'impact sur leur prise en compte. Est-ce que J'espère que vous m'avez entendu. Oui, on vous entend. Okay. La question qui est arrivée, a priori la seule pour l'instant via le chat de Facebook, c'est un contrat de travail en chômage partiel est-il pris en compte pour la date anniversaire? Oui, alors, je prends la parole, Sébastien? Vas-y. Oui, à partir du moment, effectivement, la fin de contrat de travail, même s'il y a de l'activité partielle dans ce contrat de travail, il sera pris en compte donc au niveau du calcul de l'affiliation et enfin oui, au niveau de l'affiliation, oui. C'est pas parce qu'il y a de l'activité partielle au sein d'un contrat de travail que celui-ci sera exclu. J'espère que j'ai répondu. Moi, j'ai une autre question via Facebook. Oui. Les logiciels de fiches de paye n'étant pas opérationnels en mars, Pôle emploi va-t-il autoriser les modifications d'AEM de mars au-delà du 30 avril? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors déjà au niveau de l'actualisation, hein, bien évidemment, j'en ai parlé. Normalement, donc l'actualisation, elle se clôture donc au 15, là au 15 avril en l'occurrence pour l'actualisation du mois de mars. Il est bien évident qu'au vu des difficultés que rencontrent les employeurs, ces modifications donc pourront se faire au-delà et pour l'instant sans limite, sans date limite, bien au-delà du 15 avril. Il en est de même effectivement pour la complétude des AEM et des DUS puisque les employeurs ont eu beaucoup de mal déjà à avoir les informations et de deux sont très ennuyés par rapport à leur éditeur de logiciel. Enfin, ça prend du temps. Voilà. Donc, effectivement, là-dessus, Pôle emploi a mis en place un cadre très, très souple, effectivement. Et pour information, il n'y aura pas de pénalité de retard. C'est prévu également dans la règle. Hein, il n'y a pas de pénalité sur des justificatifs qui auraient été fournis tardivement. Et c'est la même chose pour le GUSO, hein, sur les reports de cotisation, sur les pénalités pour transmission tardive de documents. Elles ne seront pas mises en œuvre sur les périodes de confinement, entre guillemets, de crise, de mars, avril et mai pour l'instant. Voilà, donc dans tous les cas, si les employeurs ont déjà transmis des fichiers erronés, peut-être par rapport à la valorisation des heures d'activité partielle, ils peuvent modifier les AEM. Et si ce sont vraiment de gros employeurs, peut-être voir pour qu'ils se rapprochent du centre de recouvrement, encore une fois, pour voir s'il y a des modalités, les modalités pour renvoyer des AEM correctes, que les AEM soient correctes. Alors, j'ai une autre question qui vient d'apparaître sur Facebook. La modification de la DUE ne résout pas le problème de l'actualisation des allocataires en fin de mois. Quid de la modification de l'actualisation? En fait, c'est ce que je viens de dire en fait au niveau de l'actualisation. Hein, effectivement, les modifications peuvent être prises en compte après le 15 donc, du mois qui a été actualisé. C'est-à-dire que pour les personnes qui veulent modifier leur actualisation du mois de mars, donc elles peuvent le faire au-delà du 15 avril. Voilà, sans date limite.
Merci. Y a-t-il d'autres questions ou quelqu'un qui veut prendre la parole? Bon. Juste merci beaucoup pour cette action. Merci à vous d'avoir participé. Merci aux organisateurs. Merci également pour ce temps d'échange. Je pense que c'est important de communiquer par ces temps-là. Un peu compliqué. Merci à tous pour votre participation. Merci Sandrine, merci Sébastien. Et puis, on vous tiendra informé avec la coursive de la prochaine session. Et voilà. Et ce webinaire a été enregistré et du coup, vous pourrez le consulter en replay sur les sites de la coursive et du lab. Bénédicte, tu voulais rajouter quelque chose? Non, tu as tout dit. Merci à Sandrine et Sébastien. Merci à tous pour votre participation. On espère que ça a répondu au maximum à toutes vos questions. À très bientôt donc. À très bientôt. Bon courage à tous. Bonne fin de journée.